Depuis plus d'un mois, la Russie cible les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Vladimir Poutine vise à priver les civils ukrainiens d'électricité et de gaz nécessaires pour chauffer leurs maisons avant l'hiver. C'est une stratégie intelligente, surtout pour un dirigeant russe qui terrorise les civils pendant la guerre. Mais l'Ukraine ne reste pas passif face à ce que fait la Russie. L'Ukraine répond coup pour coup en lançant des frappes de représailles qui privent les citoyens russes d'électricité. Ils doivent survivre à l'hiver, et ce faisant, l'Ukraine met en lumière une faiblesse que la Russie veut faire semblant d'ignorer. Quelle est cette faiblesse? Nous l'expliquerons plus tard dans la vidéo. Mais pour l'instant, vous devez savoir ce que la Russie fait à l'Ukraine, et comment l'Ukraine a répondu par une série de frappes de représailles puissantes. Selon CNN, le 10 octobre, la Russie reprend une tactique déjà utilisée auparavant pendant la guerre en Ukraine. Depuis septembre, le pays a détourné bon nombre de ses frappes à longue portée des villes ukrainiennes. Il les a ciblées sur les infrastructures énergétiques permettant de chauffer et d'alimenter les foyers. La logique de ces frappes est simple. L'Ukraine a des hivers très froids. People in Need signale que les températures varient de -48 à 2 degrés Celsius en hiver, soit de 2336 à 356 degrés Fahrenheit. Ces vagues de froid s'accompagnent souvent de fortes neiges, rendant les déplacements difficiles même en bonnes conditions, sans compter les coupures de carburant et d'électricité. La Russie essaie d'infliger de la souffrance en détruisant les infrastructures énergétiques ukrainiennes, et c'est une stratégie qui fonctionne. CNN affirme que les frappes de la Russie contre les infrastructures énergétiques de l'Ukraine ont lieu presque tous les jours. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky ajoute que ces frappes sont très délibérées. Après l'attaque du 10 octobre ayant causé un mort et privé des quartiers de Kiev d'électricité, Zelensky l'a qualifié de cynique et calculé. Plus de 450 drones et 30 missiles ciblent tout ce qui permet une vie normale, tout ce dont les Russes veulent en nous priver. Les frappes russes visent surtout l'infrastructure civile et énergétique à l'approche de la saison de chauffage. Zelensky n'est pas le seul à remarquer la stratégie de Poutine. Le Royaume-Uni l'a aussi noté. Une opinion partagée par Neil Holland, chef de la délégation britannique à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe depuis mai 2023. Holland a condamné les attaques russes contre les infrastructures énergétiques dans une déclaration du gouvernement britannique le 16 octobre. La Russie a de nouveau militarisé l'hiver, menant récemment plusieurs attaques contre les infrastructures énergétiques civiles ukrainiennes. Ces frappes ont fortement perturbé la production de gaz et touché des installations de stockage clés dans l'ouest de l'Ukraine, a déclaré Holland. Il a ajouté que l'Organisation des Nations Unies estime que le ciblage cynique par Poutine des infrastructures énergétiques ukrainiennes pourrait être un crime de guerre. D'autant plus que ce ciblage a un impact grave sur les civils. Et cela coïncide toujours avec l'arrivée de l'hiver. Les frappes quasi quotidiennes de la Russie contre les infrastructures énergétiques sont dévastatrices. La Russie en a mené une autre pendant le tournage de cette vidéo. Le 2 novembre, Euronews a rapporté que la Russie avait lancé 79 drones et une paire de missiles balistiques Iskander-M sur l'Ukraine. Ces armes ciblaient l'énergie, les infrastructures et des habitations en Ukraine, faisant 2 morts et 3 blessés. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Et l'Ukraine en avait déjà assez bien avant que cela n'arrive. L'Ukraine observe cette tactique russe chaque année depuis l'invasion de Poutine, et désormais, elle l'utilise contre la Russie. Si Poutine prive les Ukrainiens d'électricité, l'Ukraine fera pareil avec la Russie. La revanche de l'Ukraine, elle a été rapide, impitoyable, et elle a réussi à causer des dégâts importants. Euromed Press a fourni les détails de base dans un rapport du 2 novembre. Il indique que l'Ukraine a lancé une rafale de drones contre la Russie et les occupants russes en Ukraine, tous visant les infrastructures électriques à haute tension. 5 régions ont été ciblées dans la nuit du 1er au 2 novembre, permettant à l'Ukraine de désactiver plus de 5000 MVA de puissance. Les frappes de novembre ont suivi d'autres attaques du 31 octobre abordées plus tard dans la vidéo. Robert Brovdi, commandant des systèmes sans pilote ukrainiens, a déclaré sur Telegram que l'Ukraine avait ciblé 8 sous-stations russes et en avait touché 5. La nuit dernière, les SBS Birds ont attaqué 5 sous-stations jusqu'à Griatsy, totalisant 5066 MVA. L'une d'elles a été réalisée grâce à des efforts conjoints, avec le service de sécurité de l'Ukraine. Brovdi a rugi dans sa publication. Il s'est également moqué de la Russie, ajoutant des vers. Souviens-toi, lumière, chaleur, blackout, hiver sombre, ce n'est pas effrayant. Des mots durs, peut-être, mais ils viennent d'un homme qui a vu la Russie faire exactement cela à son peuple encore et encore. L'Ukraine possède désormais les capacités longue portée
et de nombreux drones nécessaires pour riposter. Un aperçu de ce que Poutine impose à l'Ukraine. Dans la nuit du 1er au 2 novembre, l'Ukraine a veillé à ce que la Russie goûte à sa propre médecine. Brovdi indique que 5 cibles ont été touchées, dont une à Lipetsk. L'Ukraine a attaqué la sous-station Lipetskaya de 500 kV à Lipetsk avec des drones. Le site est un centre énergétique crucial pour le réseau électrique de la Russie centrale, rapporte Euromaidan Press. La sous-station alimente les industries régionales de Lipetsk, dont une grande aciérie, et relie plusieurs lignes de transmission. Maza ajoute que cette sous-station en particulier a probablement été frappée avec la coopération des forces spéciales ukrainiennes. Le compte X de Euromaidan Press a partagé plusieurs vidéos d'explosions à Lipetsk. Il est difficile de distinguer quoi que ce soit dans ces vidéos, car elles montrent toutes des images de ciel complètement noir, sans véritable point de repère. Parfois, une forte détonation retentit, où l'explosion d'un drone éclaire le ciel. Les drones de l'Ukraine touchèrent leur cible, et les habitants de Lipetsk le savaient. La prochaine cible était l'oblast de Koursk. Cet oblast devrait être très familier à tous ceux qui suivent la guerre en Ukraine. C'est l'oblast où l'Ukraine a lancé une contre-invasion contre la Russie en août 2024, reprenant plusieurs centaines de kilomètres carrés. Vladimir Poutine, embarrassé par l'invasion de Koursk, a passé l'été à essayer de prendre du territoire à Soumy. Créer une zone tampon entre l'Ukraine et la frontière russe a échoué. L'Ukraine peut encore frapper Koursk. L'Ukraine a visé la sous-station de Zeleznogorsk lors de sa riposte. Euromaidan Press signale au moins 15 drones vus en ville, ainsi que des explosions et incendies. Le premier drone est apparu vers 22 h, le 1er novembre, suivi par d'autres vagues qui ont finalement détruit une sous-station de 330 kV. Cette installation est aussi située dans la ville de l'usine d'enrichissement de minerais Mikhailovski, considérée par Euromaidan Press comme un maillon clé de la chaîne militaro-industrielle russe, parce qu'elle fabrique les composants de l'acier blindé. Militani précise que les 15 drones signalés à Zelezgonovsk sont tous arrivés en 50 minutes après 22 h. Il est également précisé que l'usine d'enrichissement de minerais que nous venons de mentionner avait déjà été frappée par des drones ukrainiens et qu'elle fonctionne sous sanctions américaines. Il y a une logique claire. Si les sanctions ukrainiennes et occidentales ne paralysent pas l'usine, la couper temporairement d'électricité pourrait suffire. Des images montrent encore les drones ukrainiens en action. Un média local russe à Koursk a partagé plusieurs vidéos de la frappe sur Zelezgonovsk. Une vidéo montre un drone ukrainien foncer vers sa cible. Une autre vidéo montre une explosion illuminant le ciel nocturne, sans révéler les conséquences sur les images. On ignore si ces images sont liées à la première vidéo, mais il est clair que l'Ukraine a encore frappé sa cible. La vengeance est douce pour l'Ukraine. La prochaine frappe est plus surprenante, car l'Ukraine a attaqué sa propre position, ce qui était inattendu. Eh bien, techniquement, l'Ukraine a aussi visé la région d'Alchevsk, à Louhansk, lors de ses frappes de drones du 1er novembre. Bien que Louhansk soit ukrainien, la Russie occupe une grande partie de la région depuis la guerre. Reuters indique que la Russie contrôlait l'ensemble de Louhansk en août 2025, bien qu'il continue de se battre dans l'oblast. Cela montre que plusieurs zones échappent encore au contrôle total de la Russie, même si Louhansk est presque entièrement prise. Il est donc logique que l'Ukraine vise son propre territoire le 1er novembre. Après avoir repris Louhansk, elle pourra reconstruire les sous-stations et infrastructures. Pour l'instant, détruire cette infrastructure nuit à l'armée russe, ce qui est le principal objectif de l'Ukraine. Euromaidan Press indique que l'Ukraine a frappé une sous-station 220 kV à Alchevsk, avec de nouvelles images montrant ses actions. L'Ukraine publie aujourd'hui des vidéos et une photo montrant des explosions ou un incendie dans le ciel nocturne. Euromaidan Press précise que la frappe a provoqué une panne de courant dans la région occupée, atteignant ainsi son objectif. Et ça continue encore et encore. Euromaidan Press précise que l'Ukraine a frappé la région d'Oriola, le kraï de Krasnodar, et provoqué un incendie de drone en Crimée. Pour Oriol, on pense que l'Ukraine a touché directement la centrale thermique régionale avec des missiles Neptune. Cette frappe aurait eu lieu un jour avant les attaques contre les sous-stations russes, alors qu'il restait une dernière cible pour l'Ukraine, la capitale russe elle-même, Moscou. RBC Ukraine rapporte qu'une panique s'est installée près de Moscou le 31 octobre lors de coupures de courant. Le média rapporte que des habitants ont signalé que les lampadaires et les lumières de leur maison se sont éteints le soir. Des vidéos ont aussi circulé sur Telegram montrant la ville dans l'obscurité.
Plus que toute autre attaque contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes, cela a adressé un message direct à Poutine. Les coupures de courant hors de Moscou peuvent être signalées aux dirigeants russes, mais il ne les subit pas vraiment. Mais lorsque Moscou est plongé dans le noir, il est impossible pour Poutine d'ignorer la réalité de la situation de la Russie. Encore une fois, cette coupure de courant s'est produite la veille de l'attaque de drones de l'Ukraine sur d'autres régions que nous avons abordées dans cette vidéo. Le maire de Moscou, Sergueï Sobyanin, a simplement déclaré que les défenses aériennes russes avaient abattu un drone ukrainien alors que la ville était plongée dans l'obscurité. Et peut-être qu'il l'avait fait. Mais comme les autorités locales n'ont donné aucune explication à la panne d'électricité à Moscou, il semble assez évident qu'abattre un drone n'a pas suffi. Un autre a dû atteindre sa cible. La déclaration de Sobyanin évoque la nuit du 1er novembre et la réaction russe aux frappes ukrainiennes sur les sous-stations ce week-end. À ce stade, il ne devrait plus être surprenant que la Russie ait fait exactement ce qu'elle fait toujours, tout nier. Au lieu de reconnaître les frappes directes des drones ukrainiens, la Russie prétend avoir abattu chaque drone envoyé par l'Ukraine. Et cela, malgré les nombreuses minutes de vidéos partagées sur les réseaux sociaux, montrant les différentes sous-stations russes englouties par les flammes. RBC. Ukraine indique que le ministère russe de la Défense annonce avoir abattu 98 drones ukrainiens dans la nuit du 1er novembre. Environ 45 drones auraient été abattus au-dessus de Belgorod. C'est probable. Aucun rapport ne mentionne une frappe directe de l'Ukraine à Belgorod, et Brovdi a affirmé que 5 des 8 cibles ont été touchées. L'infrastructure énergétique de Belgorod reste pour l'instant intacte. Le ministère russe de la Défense annonce la destruction de 12 drones ukrainiens au-dessus de Samara et 11 au-dessus de Moscou. Mais en ce qui concerne les régions que nous avons couvertes, il semble que la Russie ait eu beaucoup moins de succès. Elle dit avoir abattu 2 drones à Lipetsk et 1 à Koursk. Rappelez-vous que les habitants ont signalé au moins 15 drones à Koursk le 1er novembre. Un drone sur 15, c'est un échec pour la défense aérienne russe dans cet oblast frontalier vulnérable. Cela nous ramène à ce que nous avons évoqué au début. La principale faiblesse de la Russie. L'Ukraine a révélé que la Russie n'a tout simplement pas assez de défense aérienne pour faire face aux hordes de drones que l'Ukraine est désormais capable d'envoyer sur le territoire russe, même si le ministère russe de la Défense dit la vérité. Même après avoir détruit 98 drones ukrainiens, le 1er novembre, cela restait insuffisant. Plusieurs drones ukrainiens ont réussi à passer, comme en témoignent les sous-stations incendiées en Russie. Le principal problème russe actuel est que ces défenses aériennes sont trop dispersées pour protéger tout le territoire et les forces en Ukraine. Une partie de la raison vient de l'Ukraine elle-même. Selon le ministère des Finances ukrainien, la Russie a perdu 1235 unités de défense anti-aérienne depuis le début de l'invasion. C'est un chiffre énorme, la plupart ayant sûrement été perdues en Ukraine, ce qui pose un gros problème à la Russie. Vladimir Poutine ne peut pas simplement permettre à ses troupes d'être sans protection aérienne alors qu'elles tentent de lancer des assauts contre les défenses ukrainiennes. Les drones, missiles et avions ukrainiens mettraient les forces russes en pièces. Chaque unité de défense aérienne perdue doit être remplacée si la Russie veut maintenir la puissance de ses assauts en Ukraine. Ces unités ne sortent pas de nulle part. Elles sont retirées de l'intérieur de la Russie, ce qui permet à l'Ukraine de mener des frappes comme celles que nous avons vues, les 31 octobre et 1er novembre. La Russie manque désormais de défense aérienne face aux drones ukrainiens longue portée et devient désespérée. En mai dernier, les médias United 24 ont rapporté que la Russie avait été prise en train d'essayer d'installer des dizaines de leurres de systèmes de défense aérienne S-300 et S-400 dans sa région de l'Extrême-Orient. Pour masquer son manque de défense dans cette zone, ces leurres, grossiers ou incomplets selon le média, indiquent pourtant que la Russie a dû les construire en urgence. Beaucoup n'ont pas de fausses antennes radar, ce qui les rend moins crédibles, tandis que d'autres sont très disproportionnées et faciles à repérer. L'extrême-orient russe est rarement visé par l'Ukraine en raison de sa distance, rendant l'attaque par missiles et drones difficile. Ce qui s'est probablement passé ici, c'est que la Russie a été contrainte de retirer des unités de défense aérienne légitimes de son Extrême-Orient pour les envoyer en Ukraine, ou pour se protéger contre des cibles situées à portée de l'Ukraine sur son propre territoire. Les leurs visent à masquer que les défenses aériennes russes sont à leur limite, mais ils échouent. Un autre signe des difficultés russes provient de la Turquie. En septembre, la Russie a proposé de racheter des S-400 qu'elle avait vendus à la Turquie il y a plusieurs années. La Turquie n'a apparemment pas accepté l'offre russe pour le moment. Mais le simple fait que la Russie cherche à racheter ces systèmes prouve qu'elle n'en a plus assez. Poutine doit supplier un membre de l'OTAN pour des systèmes de défense aérienne.
Et vous pouvez en savoir plus sur ce que cela signifie pour la Russie, la Turquie et l'OTAN dans la vidéo que nous avons publiée en septembre dernier. Franchement, la Russie aurait dû voir cela venir. L'immensité du pays était déjà considérée comme un atout pour l'Ukraine, avant même qu'elle n'ait les drones et missiles longue portée utilisés contre la Russie en 2025. En mai 2023, le Centre d'analyse des politiques européennes, a noté que Moscou reste presque sans défense contre les drones ukrainiens. À l'époque, ce n'était pas dû au manque de défense aérienne. En fait, les défenses en couche autour de la capitale russe visent les missiles entrants, pas les drones plus petits et lents volant à basse altitude. Les théoriciens militaires du ministère russe de la Défense ont ouvertement souligné la faible efficacité et le coût déraisonnablement élevé de la neutralisation des drones par des moyens traditionnels. La défense était compliquée, car les véhicules aériens sans pilote faits de plastique et dotés d'un petit moteur en métal ont une faible signature radar. Ils volent lentement et bas, ce qui complique leur ciblage à distance, avait expliqué SIPA. Il semble que la Russie n'ait pas été capable de trouver une solution adaptée au cours des 2 ans et demi qui se sont écoulés depuis. En août 2024, Business Insider signalait déjà la paralysie des défenses aériennes russes. Le pays avait perdu tellement de matériel qu'il se retrouvait dans une position où il devait choisir ce qu'il allait protéger, avec les ressources restantes qui s'amenuisaient, affirmait le média. Il a mis en avant les commentaires de Georges Barros de l'Institut pour l'étude de la guerre, qui a déclaré que la Russie réorganisait ses défenses pour protéger les zones qu'elle considérait comme les plus menacées. La Russie a ainsi établi une première ligne de défense à ses frontières, laissant les zones arrières insuffisamment protégées, selon Barros. Ce rapport est paru il y a plus d'1 an. La Russie a perdu davantage de systèmes de défense aérienne, et le succès ukrainien à Koursk le 1er novembre montre que même ces régions frontalières, autrefois bien protégées, sont vulnérables. Donc, la Russie a un sérieux problème de défense aérienne, et si l'Institut Royal des Services Unis ou Institut Royal des Services Unis a raison, ce problème ne va faire qu'empirer alors que la guerre en Ukraine se dirige vers 2026. Le 5 septembre, le docteur Jack Watling de l'USI a déclaré au Sun que la Russie pourrait épuiser ses missiles de défense aérienne d'ici février 2026 là. Cependant, Watling a prévenu que la Russie pourrait reconstituer ses stocks de missiles, comme auparavant. L'Ukraine a encore une opportunité à saisir. Elle pourra profiter des pénuries russes pour viser plus de cibles et accentuer la pression sur l'industrie russe, a déclaré Watling au Sun. Bientôt, la Russie ne souffrira plus seulement du manque de défense aérienne. Il se pourrait qu'il ne reste plus longtemps avant que la Russie ne dispose même plus des missiles dont ses unités restantes ont besoin pour abattre les drones et missiles ukrainiens. Même à l'intérieur de l'Ukraine elle-même, nous commençons à voir la plus grande faiblesse de la Russie se manifester. Le manque de défense aérienne a permis à l'Ukraine de frapper plusieurs sous-stations en Russie le 1er novembre, en Ukraine même. Ces mêmes problèmes de défense aérienne permettent aux F-16 ukrainiens de dominer le ciel et d'écraser la Russie. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour suivre les dernières stratégies de l'Ukraine contre la Russie. Et merci comme toujours de nous regarder.